Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre. On va s'intéresser aujourd'hui au commerce et surtout à sa réinvention grâce au digital. On peut imaginer de nouvelles applications et c'est tout l'objet de ce Business Models aujourd'hui. Alors vous en avez l'habitude, on commence toujours par une séquence actualité. Olivier Udry, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le fondateur de Blicker. On va revenir sur votre service et votre application très originale. Je ménage un peu le suspense. Mais je le disais en introduction, on va s'intéresser au commerce dans cette rubrique actualité puisque c'est votre terrain de jeu. J'aime bien qu'on commence toujours par ce décryptage de l'actualité avec les entrepreneurs ou les entrepreneureux qui viennent dans cette émission. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ces dernières semaines ? Alors là, c'est un marché foisonnant et bouillonnant d'actualités et de nouvelles idées. Il y a trois éléments marquants sur le commerce et le commerce connecté, digital, qui est plus mon univers. Évidemment, il y a la levée de fonds de Miracle. Une nouvelle licorne. Exactement, la marketplace, la plateforme marketplace française qui a levé 300 millions de dollars, qui valorisait 1,5 milliard. Qu'est-ce qui explique son succès selon vous ? Pourquoi cet argent a été sur cette plateforme plutôt qu'une autre ? Eh bien parce qu'ils ont été assez visionnaires et ils ont eu un cap très ambitieux dès le départ, Philippe Corot et Adrien, et en se disant, voilà, on veut notre cible, et en tout cas notre bench, c'est Amazon. Voilà, donc, et on veut permettre finalement aux autres commerçants de concurrencer Amazon en leur fournissant des outils équivalents. C'est ça le pitch. Absolument. Donc, bravo à eux. Et surtout, ça prouve qu'en effet, l'ambition est importante. Et puis, il y a une logique toujours pareille sur ces marketplaces de winner takes all. C'est-à-dire que le premier arrivé prend tout et Amazon est un bon exemple. Vous croyez qu'on peut lutter contre Amazon ? Petite parenthèse. Alors, c'est des marchés très différents. On le voit en Europe et aux US. Aux US, c'est vraiment de winner takes all. La part de marché quasiment du e-commerce global aux US, c'est 40% pour Amazon quasiment. Le deuxième, c'est Walmart, qui progresse énormément, mais il est à peu près à 5%. Ouais. Donc là, on est vraiment dans ce cas de figure. En Europe, c'est quand même beaucoup plus fragmenté. C'est plus ouvert. Voilà, c'est plus ouvert. Amazon, il doit être à 18, 20%, moins de 20%. Ouais, quand même. C'est quand même beaucoup plus ouvert. Bon, en tout cas, on va suivre cette aventure des franchises qui défraie en effet la chronique. Il y a de plus en plus de tech finalement portée par des franchises. On a eu Snowflake qui a aussi fait une très belle introduction en bourse. Alors, deuxième sujet que vous avez noté. Deuxième sujet, vraiment aussi d'actualité, lié aussi aux circonstances actuelles, c'est la montée en puissance de la seconde main, de l'e-commerce de seconde main. C'est quoi le e-commerce de seconde main ? C'est le nouveau wording, le nouveau mot pour le marché d'occasion. Voilà. C'est un peu plus premium, mais on va voir, c'est intéressant parce que c'est un marché que les marques essayent de recapter. C'est le concept du bon coin, en fait, finalement ? C'est le concept du bon coin, mais qui est recapté, qui est remis finalement à la source des marques. Évidemment, l'explosion de Vinted qui a rendu ça plus quali. Et du coup, les marques veulent se réapproprier un peu de ce modèle. C'est-à-dire qu'elles veulent garder la main sur la seconde main, sans jeu de mots. Absolument, c'est exactement ça. Et quelques marques le font depuis très longtemps. Apple le fait depuis pas mal de temps. Et donc là, plusieurs marques aujourd'hui essayent de remettre ça dans leur univers de marque. C'est le cas, par exemple, de Zalando, là, qui a ouvert un marché de seconde main. Et d'ailleurs, sur Amazon, les vendeurs de seconde main sont dans le top. Absolument. Oui, ça fait le lien entre les deux. Ouais. Les gens le savent assez peu, mais finalement, quand on parle de marketplace, c'est de la plus grande marketplace qui est Amazon. Plus de la moitié de son volume d'affaires, c'est de la marketplace. En fait, le top des sellers Amazon, en fait, ce sont des vendeurs d'occasion, y compris en France. Le plus gros étant Momox, je crois. C'est intéressant et puis ça correspond aussi à cette évolution des mentalités, de la consommation jetable, Kleenex, et finalement on recycle davantage. Bon, il y a un enjeu de pouvoir d'achat, on le comprend bien, mais aussi un enjeu écologique. Absolument, oui, tout à fait, vous avez raison.
Troisième sujet qui vous a intéressé. Sujet qui est plus proche de mon cœur de business. Petit à petit, on lève le voile. Voilà, c'est ce qu'on appelle le live shopping, et ce besoin finalement pour les clients et pour les marques d'avoir une expérience digitale plus authentique. C'est paradoxal, le live shopping, mais ça reste virtuel. C'est exactement ça. Donc le principe, c'est de se dire, finalement, je peux accéder à une boutique ou à une expérience sans me rendre dans la boutique, et donc je peux prendre rendez-vous avec un vendeur ou une vendeuse en boutique, en visio, comme en Zoom. Voilà, ouais. Je suis en Zoom, mais avec mon vendeur. Donc la Galerie Lafayette, par exemple, fait ça. C'est très très répandu en Chine, et cette déferlante arrive en Europe. C'est un peu lié au Covid, j'imagine. C'est le Covid commerce, c'est-à-dire qu'on télétravaille en Zoom et on va faire son shopping en Zoom. Oui, alors c'est absolument vrai. Le Covid a fait que ça explose, mais en fait, il ne faut pas oublier que cette problématique de retail et des points de vente, il est bien avant le Covid. On l'a un peu oublié. Juste un chiffre qui est très frappant. En 2019, aux États-Unis, il y a eu autant de fermetures au premier trimestre de boutiques en 2019 que sur l'ensemble de l'année 2018. Donc, cette tendance, elle était déjà, on l'a un peu oubliée, mais elle était déjà là, bien avant le Covid. Et en tout cas, ça prouve que l'humain reste au cœur de nos interactions, même si on est calfeutré chez soi, en télétravail ou en téléshopping. Mais on a besoin quand même encore d'hommes et de femmes pour échanger. On va continuer à explorer ce monde du commerce et ce bouillonnement avec une question, un chapitre marché. Alors on rentre un peu plus dans le business. En effet, ce marché du commerce prouve qu'il y a encore, vous l'avez évoqué, des choses à inventer, des places à prendre. D'un point de vue un peu philosophique, on pourrait dire que le digital ouvre le jeu. Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'on est passé, il y a encore quelques années, à le digital, c'est un point de vente, comment finalement... C'était une énième boutique. C'est ça, et je vais essayer de faire de ma meilleure boutique, le point de vente de ma meilleure boutique. Et en fait, on se rend compte que le digital offre beaucoup plus que ça en termes d'expérience, et une expérience multifacette. Et donc voilà, c'est pour ça que finalement aujourd'hui, plein de nouveaux services, de nouvelles expériences sont rendues possibles grâce au digital. Oui, ça permet de fluidifier beaucoup de choses, de nouveaux business models, de nouvelles interactions. Oui. En termes de business model, on peut parler par exemple de quelque chose qui se répand aussi, c'est l'abonnement. C'est cette idée de passer à un mode de consommation qui ne soit plus la propriété mais la jouissance. Oui, absolument. Alors, encore une fois, on va reprendre Amazon, mais en termes d'expérience. C'est vrai qu'ils sont assez précurseurs. En termes d'expérience, avec Amazon Prime, plus de 100 millions de Prime members, et de se dire finalement comment j'engage, je crée des communautés et comment je les engage et comment je les rapproche de mon expérience. Et comment je les fidélise Récemment, j'ai été acheter une cartouche d'encre sur Amazon, pour ne pas les citer, et ils vous proposaient de vous abonner finalement, plutôt que de faire un achat impulsif ou quand vous êtes en panne d'encre. Et non, ils vous disent, tiens, tous les 3 mois, on vous livre. Donc c'est vraiment une évolution que permet le digital. Ça. Et vous avez raison, mais c'est une constante réinvention de ces modèles. Ces modèles, ils existent aussi depuis quelques années avec les box, par exemple. Et puis voilà, c'est intéressant de voir la vie de ces modèles parce que finalement, ils évoluent, des modèles arrivent, les marques essayent de se les approprier. Typiquement, les box ont existé, donc les marques, typiquement L'Oréal, a essayé de sortir des box beauté. Voilà. Donc c'est des modèles qui sont toujours en mouvement et qui sont aussi permis finalement par des boîtes, des petites sociétés agiles qui souvent testent c'est des entrepreneurs à l'origine qui inventent, qui créent, qui sont plus agiles bien sûr par construction et qui vont essayer de nouvelles choses que s'approprient quand ça devient avéré un vrai business. C'est vraiment un cycle de vie des modèles. Qu'est-ce que vous comprenez justement ce foisonnement et cet intérêt pour réinventer le commerce? Parce qu'on le disait aussi, les boutiques traditionnelles ont de plus en plus de mal. Vous allez pousser la porte d'un commerçant, il y a une chance sur 2 pour qu'il n'ait pas le produit en stock. Et donc il va vous dire, je vais vous le commander sur Internet, mais bon, est-ce que c'est pas trop tard? Alors, il y a quand même les commerçants ont fait beaucoup d'efforts dans ce qu'on appelle l'omnichannel,
de permettre de fluidifier ces passages, notamment en permettant des réapprovisionnements, de la livraison de magasins. Mais ça s'est quand même beaucoup concentré autour du magasin. Comment finalement on fluidifie le magasin? Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce que je dois continuer à concentrer mes efforts sur le magasin, en se disant que finalement dans 5-10 ans, est-ce que la révolution va être pas beaucoup plus importante que ça? Moi, c'est ma conviction. Vous rappeliez les chiffres impressionnants de fermeture de boutiques aux États-Unis. On le voit aussi physiquement dans beaucoup de villes qu'on traverse en France et de plus en plus à Paris, après ces épisodes de gilets jaunes, de Covid ou autres. Est-ce que vous pensez que la boutique physique peut disparaître? Il y aura toujours un besoin de boutiques. Après, ça revêt tellement de formes différentes et de besoins. Non, mais par exemple, on peut imaginer que les agences bancaires disparaissent. Qui va encore dans une agence bancaire alors qu'on a finalement une application qui rend quasiment tous les services dans sa poche? Oui, c'est vrai. Vous voyez beaucoup d'entrepreneurs actifs sur ce marché du commerce, de la réinvention du commerce? C'est un marché foisonnant parce que je pense aussi que les entrepreneurs ont compris aussi l'intérêt, comme on parle des business models, de s'adresser à des marques, à faire du B2B. Alors qu'il y a encore quelques années, tout le monde rêvait un peu de créer sa marque, de créer des offres B2C. Voilà. C'est évidemment beaucoup plus compliqué, avec des coûts d'acquisition beaucoup plus forts. Donc c'est intéressant, le vrai terrain de jeu, la création de valeur, elle se situe plus en B2B, selon vous, dans Je ne sais pas cet si, univers. En tout cas c'est un terrain de jeu qui est, en termes de business model, beaucoup plus éprouvé et qui rassure aussi l'écosystème, on va dire, des startups, les investisseurs, parce que finalement, vous pouvez, à partir du moment où vous arrivez à convaincre 3, 4, 5 marques, vous pouvez en convaincre 100. Sur les modèles B2C, c'est plus compliqué, parce que vous avez des coûts d'acquisition, il faut aller acheter, conquérir des clients, et ça coûte très cher. Se faire connaître, ça part de voix. Et donc là c'est des investissements très très différents. Bon, on va justement s'intéresser à vous, votre business Blicker, maintenant, Olivier. Parce qu'on tourne autour depuis quelques minutes maintenant, mais on sent que, il y a le commerce et il y a l'humain. C'est ça que vous essayez de créer, de réinventer. Pitchez-nous Blicker, s'il vous plaît. Mais c'est exactement ça, vous avez tout dit. La problématique des marques, c'est comment j'arrive à atteindre, à communiquer avec mes clients et à garder ce lien, alors qu'aujourd'hui, tout est fait pour essayer d'enlever ce lien. Alors, c'est quoi votre idée là-dessus? Et donc, l'idée, elle est très simple, c'est d'utiliser les meilleurs clients pour être le relais. Ce n'est pas un concept nouveau, mais les outils permettent finalement de décupler l'impact. Et donc, le concept est très simple. Blicker, c'est l'application qui permet de découvrir un produit avec un utilisateur passionné qui le possède déjà. Donc, plutôt que d'aller en magasin, finalement, je vais voir si autour de moi ou en visio, mais quelqu'un peut partager avec moi son expérience d'un produit. Je suis fan des motos Ducati, et je vais faire une petite démonstration à mes copains dans mon quartier, ou pas forcément mes copains d'ailleurs. Exactement, c'est exactement ça. Mais il y a un peu de ça du copain, parce que finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager mon expérience avec quelqu'un qui partage ma passion. Donc vous transformez les fans en vendeurs. C'est exactement ça. Et il y a un côté un peu Tupperware, c'est-à-dire on se réunit physiquement? Oui, alors c'est vrai. C'est Tupperware. La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente. C'est vraiment sur le partage d'expérience. On pourrait dire que c'est finalement des avis ou des recommandations in situ. Et voilà. Comment c'est né cette idée? Ça existe ailleurs ou... Non, ça n'existe pas ailleurs, mais comment c'est né? C'est né un peu de tout ce qu'on s'est dit finalement, de ce problème des marques et des clients. Les clients, ils sont aussi en quête d'authenticité, notamment sur des produits premium. On parle beaucoup en ce moment des vélos électriques, notamment des vélos électriques qui sont des digital native brands, qui n'ont pas de point de vente, mais qui coûtent entre 2 000 et 5 000 euros. Acheter un vélo 5 000 euros online sans l'avoir testé, les yeux fermés, même si c'est un très beau produit, à un moment, ça ne va pas être suffisant. Donc il faut que je trouve des relais, et ces relais, ça peut être mes meilleurs clients. On va voir le petit film, la petite vidéo que vous nous avez apportée, que je vais vous laisser commenter. Ça, c'est l'application donc qu'on peut télécharger dans toutes les bonnes crèmeries, Blicker. Voilà, c'est ça, sur Apple, Android. Et donc, voilà, ce sont des exemples d'expériences que les gens postent
Alors c'est plutôt sur des produits premium, que ce soit sur le son, les vélos électriques, on en a parlé, la musique et tout ce qui est tech finalement. Bleecker Street, hein, c'est ça le nom? Bleecker, en fait le nom c'est Bleecker et ça vient effectivement de l'idée de Bleecker Street qui est une très belle rue à New York et finalement où toutes les marques hype rêvent d'aller. Et donc l'idée c'est d'offrir finalement cette visibilité aux marques. Le business model de Bleecker, quel est-il? Un business model, c'est un business model tripartite. Et finalement, avec les clients qui créent des expériences ou qui découvrent les produits, et puis les marques qui deviennent des marques partenaires et qui peuvent activer des services sur la plateforme, notamment de connaissance de leurs clients et d'animation de leurs meilleurs clients. Donc on prend l'exemple de Ducati. J'ai une Ducati, je rêve de ma Ducati, oui, je la bichonne et j'aime bien en parler. Ducati va me récompenser comment? Alors Ducati, s'il est partenaire de la plateforme, il va vous récompenser déjà de la plus belle façon et dire si vous faites 10 expériences, eh bien, vous allez pouvoir devenir peut-être ambassadeur Ducati. Et dans ce cas, vous serez invité peut-être au bol d'or. Au bol d'or, voilà, très bien, pour une fois par an avoir cet engagement et cette expérience que vous souhaitez. Et puis ensuite, la plateforme, elle vous rémunère. Donc vous gagnez des points et ces points, vous pouvez les convertir en euros. D'accord, il n'y a pas de cash. Il y a du cash sur la plateforme. Ouais, mais ce n'est pas Ducati qui va vous rémunérer. Ducati vous rémunère uniquement finalement avec des services, un accès privilégié à la marque que vous adorez. Et pourquoi ne pas aller jusqu'à l'affiliation? Je pourrais être vendeur finalement et toucher une commission sur les ventes? Parce que l'idée, c'est d'être. On est sur vraiment une communauté de passionnés. On n'est pas dans la vente, on est vraiment dans le partage. Voilà, et c'est aussi important pour les marques. L'idée, c'est pas de se mettre en porte-à-faux des réseaux de distribution. C'est toujours aussi des modèles très très compliqués. Voilà. Bon, vous attaquez à un Everest, parce que maintenant il va falloir réunir ces parties, ces fans et puis les marques. Oui, absolument. Vous avez déjà commencé à tester le marché, l'eau? Ah oui, alors donc aujourd'hui la plateforme est active. Il y a un peu plus de 100 expériences, 300 marques déjà sur la plateforme. Et donc là, on discute avec les marques pour qu'elles deviennent partenaires de la plateforme. Voilà. Et il y a des marques qui s'y prêtent plus que d'autres, ou des produits ou des... Oui, alors c'est vraiment les marques qui suscitent un engagement, une passion. La photo, voilà, les communautés de passionnés de photo, vous voulez vous offrir un Leica, le son, voilà, les enceintes de Vialet. Moi, j'aimerais bien m'acheter des enceintes de Vialet, mais avant de me les offrir, je peux les voir à la Fnac. Mais j'aimerais bien quand même voir comment elles sonnent dans un vrai salon. Et puis discuter avec quelqu'un qui partage cette passion. Et donc voilà, ce moteur du bouche à oreille, c'est ça le vecteur finalement le plus impactant pour acheter ou pour vendre. Exactement, c'est exactement ça. Et le profil des gens qui s'inscrivent en tant qu'ambassadeurs potentiels, quel est-il? Alors, ce sont des... Parce qu'il y a une espèce d'altruisme, ou de passion telle que... Oui, alors c'est souvent... Il faut avoir envie d'avoir tous les samedis matins des gens qui viennent dans son salon écouter son enceinte. Vous avez raison. Mais en fait, c'est souvent des personnes qui faisaient déjà ça, en fait, qui sont déjà actifs dans une communauté. Par exemple, là on a des membres qui ont créé des expériences autour de leur Tesla. Et qui sont ravis de parler de leur Tesla. Et d'ailleurs, ils le faisaient déjà dans un univers un peu moins formaté, parce que voilà, des copains, d'amis. Ouais, il y a un besoin d'évangéliser, en fait. Voilà, et ils sentent ce besoin ou cette connexion avec la marque. Moi, je suis absolument dingue de ma platine vinyle, et j'adore en parler. Mais là, finalement, je le fais dans un cadre un peu plus formalisé, avec aussi cet espoir de devenir ambassadeur et de nouer une relation privilégiée avec cette marque. Et puis de faire des rencontres. On parle de l'humain. Exactement. Bon, j'imagine qu'en cette période de Covid, c'est un peu plus compliqué. Alors c'est pour ça qu'il y a deux, effectivement, il y a deux façons de faire une expérience. Il y a en physique, et puis on a développé pendant le Covid la visio. Donc, le live shopping. Exactement. C'est du live shopping, mais là où on fait une différence, c'est que c'est du live shopping, mais avec un client, entre clients. Alors qu'aujourd'hui, le live shopping était proposé entre un client et le commerçant. Voilà. Bon, Olivier, vous restez avec nous, on va parler de vous maintenant, en tant qu'entrepreneur. Alors, Olivier, comment est-ce qu'on devient entrepreneur? Quel a été votre parcours?
le Alors cheminement? Moi, je n'ai pas du tout un parcours d'entrepreneur à la base. En fait, j'ai commencé ma carrière dans plutôt des gros groupes, à faire du marketing, du digital et de la fidélisation, que ce soit chez SFR, chez Apple, chez Accor. Et puis, au bout d'un moment, j'ai senti ce besoin d'être plus dans la création, dans la production. Je me sentais un peu inutile, finalement, voilà, en faisant beaucoup de réunions. À ce point-là, inutile, hein. Oui, finalement, à faire beaucoup de top-down, bottom-up, des réunions, de présentations, à convaincre, voilà. Mais j'avais envie d'être plus hands-on, comme ils disent, c'est-à-dire avoir les mains concret, dans le moteur. Proche du terrain. Et assez proche, finalement, c'est très proche de l'artisanat. Hein, ouais. Voilà. Avoir directement. Et alors, qu'est-ce qui a été le déclic pour se jeter à l'eau? Et en fait, dans ma dernière expérience, il y avait un besoin de créer une plateforme e-commerce. Et donc, je me suis dit, finalement, pourquoi pas la créer moi-même? Et donc, c'est là que je me suis lancé en créant ma première société qui s'appelait Honeybee il y a une dizaine d'années et qui était une plateforme e-commerce pour les marques. Et donc, quand on a été entrepreneur une fois, on reste entrepreneur, c'est-à-dire plutôt après la cession de cette première activité, vous vous êtes dit, non, je re-signe. Mais c'était pas évident à la base. Je me suis dit, est-ce que je recommence? Est-ce que je travaille dans un fonds? Et finalement, effectivement, l'étincelle était là, encore plus importante, et donc avec une envie incroyable de créer quelque chose de nouveau. Et repartir d'une feuille blanche, c'est pas angoissant? C'est très angoissant. Faut que je refasse tout le chemin que j'ai déjà fait la première fois. C'est très angoissant. Après, on se sent un tout petit peu plus intelligent et on se dit, est-ce que je vais pouvoir faire cette la même chose, qui a plutôt bien marché, en mieux. Ouais. C'est l'avantage d'avoir quelques cheveux blancs. Voilà. Et vous entourez, comment est-ce que on crée une équipe? J'ai un associé, Yannick Valette, qui est un très très bon programmeur. Que vous avez rencontré comment alors? Parce que l'association, c'est aussi important. C'est compliqué, par réseau. Voilà, quelqu'un que j'avais entrevu dans ma précédente vie chez Honeybee. Alors, l'émission s'appelle Business Models en référence au rôle modèle, personnes, hommes ou femmes, qui peuvent inspirer les entrepreneurs, l'entrepreneur que vous êtes. Est-ce qu'il y en a? Alors, j'ai croisé évidemment beaucoup d'entrepreneurs, mais il y en a un qui m'a vraiment marqué et qui a cette particularité que je n'ai pas retrouvée, notamment chez moi et chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est cette part du risque. Parce que dans l'entrepreneur, on oublie, mais normalement, il y a quand même cette notion de risque, et notamment de risque financier. Et donc, cette personne, c'est Adrien Diaconou, avec qui on a pas mal travaillé, et notamment qui a failli racheter Honeybee il y a quelques années, et qui a créé une société de logistique vraiment au tout début du e-commerce, en investissant beaucoup de ses fonds propres, notamment dans l'automatisation. Et sa société qui s'appelait ADS Service a été rachetée par Rakuten à l'époque, une très belle vente. Et depuis, il a réinvesti une grosse partie de ses fonds en rachetant France Loisirs. Ah oui. Là aussi, un risque. Voilà, une grosse prise de risque. Sur une activité qui était un peu en décroissance. Absolument. Et donc, il n'a pas choisi une activité facile, mais avec un cap et une vision très claire, justement, de marketplace, de comment on allait pouvoir redonner vie à ce modèle. Donc, un grand chapeau à la fois sur la vision et sur la prise de risque et l'engagement. C'est intéressant. Donc, cette capacité de regarder le risque en face et de l'assumer. Oui, absolument. Et ça, vous dites, moi, je l'ai moins. Vous ne vous reconnaissez pas là-dedans? On l'a moins parce que, finalement, on est aussi sur des outils digitaux. Aujourd'hui, quand vous créez des plateformes, des applications, bien sûr, il y a un risque que ça ne marche pas, il y a un risque que vous ayez perdu de temps, mais finalement, on n'est pas dans de l'investissement hard, c'est du software. Oui, enfin bon, quand même, on peut perdre aussi pas mal d'argent dans le software, on peut pas mal de temps, pas mal d'énergie. Vous êtes fixé une barrière, une limite, en disant, tiens, si je ne franchis pas ça, bien je débranche. Absolument. Parce que c'est aussi pas facile parfois, on peut s'entêter. Absolument. Et ça, c'est vrai que ça m'a servi, le fait que ce soit une deuxième activité. Aujourd'hui, je le vois en tant qu'investisseur également. Je ne suis pas qu'un entrepreneur, je suis aussi un investisseur. Et donc, je me suis effectivement fixé des règles en disant, je me donne tel temps et j'ai tels objectifs à atteindre. Autrement, en tant qu'investisseur, ce n'est pas... il faut que tu passes à autre chose. Et alors, prenons l'autre scénario, le scénario où tout va bien se passer. C'est quoi votre rêve le plus fou? Vous voyez aller jusqu'où?
Le rêve le plus fou, c'est vraiment finalement la vision que j'ai du commerce, qui, je pense, comme on a parlé, en profonde mutation et qui ne pourra pas continuer telle qu'elle est, que finalement cette vision se réalise et que voilà, cette mutation s'opère. Et que finalement, toutes les marques se mettent à ce Bleecker Way. Exactement. Voilà. Et que Jeff Bezos m'appelle et qu'il me dise, voilà, c'est vraiment un modèle auquel on croit et qui peut nous permettre de développer le e-commerce de demain. Juste un point sur Amazon et sur le e-commerce, on parle beaucoup d'e-commerce, mais aujourd'hui c'est quand même principalement de la vente de grandes consos, de mass market. Le panier moyen du e-commerce en France, c'est 60 €. Le panier d'Amazon, c'est 40 €. Et donc votre pari, c'est de débloquer les paniers supérieurs et de créer de la valeur pour des Jeff Bezos, des Miracle ou d'autres. Exactement. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite, Olivier. Merci de votre visite. Puis on va suivre cette aventure avec beaucoup d'intérêt. Merci Thomas. Vous viendrez nous raconter la suite. Merci. À bientôt. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.